Voilà, alors nous allons maintenant passer au prix anonyme. Et le lauréat ne l'est pas, c'est le docteur Gilles Naillet qui va être présenté par le président du jury, le professeur Maloto, auquel je cède la parole. Le prix anonyme de l'Académie dans le domaine de la neurophysiologie et de l'épilepsie est attribué au docteur Gilles Naillet. Le jury, qui était constitué par les professeurs Eric Chauvel, dont Molène a déjà cité le nom et la réputation, également Éric Constant et moi-même, nous avons évalué les candidatures déposées de façon unanime, retenu ce lauréat. Le docteur Naillet est médecin, diplômé en 2006 à l'Université libre de Bruxelles. Il est neurologue, spécialisé en imagerie cérébrale à l'hôpital universitaire Erasme. Il a publié et réalisé une thèse en neurophysiologie sur la sensibilité et la magnétoencéphalographie. Il a travaillé dans le domaine de la cartographie fonctionnelle. Il a réalisé de nombreuses publications dans divers secteurs, en particulier dans le domaine de la neurophysiologie et des pathologies du système nerveux. Il a en particulier publié plusieurs travaux sur l'épilepsie, l'électroencéphalographie, le monitoring EEG chez les personnes âgées, les patients en délirium, le monitoring chez des patients atteints de troubles vasculaires ou encore traités par certains médicaments, essentiellement antibiotiques, dont certains sont épinéptogènes. Il est nommé actuellement dans l'équipe clinique universitaire de l'hôpital Erasme. Son curriculum vitae est brillant, sa carrière prometteuse. Ses travaux, pour lesquels nous le félicitons, correspondent parfaitement à l'objectif du prix, la neurophysiologie et l'étude de l'épilepsie. Et je l'invite à venir nous faire un résumé, nous présenter le résumé de ses travaux et de ses publications. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée, c'est un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui le prix anonyme et un privilège de pouvoir vous présenter brièvement nos travaux qui ont cherché à mieux comprendre les rôles des activités épileptiques dans les syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë. Comme vous le savez, le cerveau est un organe complexe, divisé en aires spécialisées, densément interconnectées. Ce travail permet d'accomplir toutes nos tâches motrices et cognitives et se fait au prix d'un coût métabolique particulièrement élevé, puisque le cerveau consomme à lui seul 20% de l'activité métabolique de notre corps humain. C'est un travail qui se fait à l'équilibre et c'est un équilibre fragile entre les réserves physiologiques qui sont disponibles et les réserves physiologiques qui sont utilisées. Le cerveau est donc un organe précis mais vulnérable et cette vulnérabilité dépend de deux types de facteurs. Tout d'abord, des facteurs prédisposants qui peuvent diminuer la réserve physiologique qui est disponible, comme le vieillissement ou les maladies dégénératives, mais aussi des facteurs précipitants qui vont augmenter le métabolisme du corps humain et du cerveau et rendre cette situation plus précaire et pouvoir faire basculer le fonctionnement du cerveau dans un syndrome d'insuffisance cérébrale aiguë. Dans ce contexte, nous nous sommes principalement intéressés à deux types d'insuffisance cérébrale aiguë. Le délirium de la personne âgée qui touche une personne sur deux hospitalisée et qui est associée à une surmortalité et un risque d'institutionnalisation particulièrement important, ainsi que la dégradation neurologique précoce après un accident vasculaire cérébral ischémique, où les patients, après leur AVC, dans un second temps, présentaient une nouvelle dégradation qui est pas souvent difficilement explicable et qui est associée là aussi à une surmortalité et un risque d'institutionnalisation important. Notre hypothèse de travail était qu'il y avait un lien potentiel entre les activités épileptiques et ces syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë, parce qu'on s'est rendu compte que les facteurs de risque de développer une épilepsie, tant au niveau prédisposant que précipitant, étaient les mêmes que ceux qui étaient généralement associés au syndrome d'insuffisance cérébrale aiguë. Et on s'est posé donc la question si l'activité épileptique pourrait être le lien entre les facteurs favorisant les syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë. Pour rechercher ce lien éventuel, nous avons réalisé des enregistrements électroencéphalographiques chez les patients qui présentaient un délirium aigu et chez les patients qui présentaient une dégradation neurologique précoce après un accident vasculaire cérébral. Et nous avons cherché sur les enregistrements à la fois les décharges épileptiques ponctuelles, les décharges périodiques qui entreprenaient l'ensemble des électrodes et du scalp, ainsi que les décharges latéralisées et les crises non convulsives et les états de mal non convulsifs. Avec comme question sous-jacente que si
il y avait une activité épileptique plus importante dans ces circonstances? Est-ce qu'elle était prédictible sur base clinique? Comment on pouvait le mieux la mettre en évidence et éventuellement si traiter cette activité épileptique pouvait avoir un impact sur le devenir des patients? Et donc, brièvement, dans l'ensemble des travaux que nous avons réalisés, nous avons pu mettre en évidence que la prévalence des activités épileptiques était effectivement bien plus élevée dans ces syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë que chez les gens du même âge qui ne présentaient pas d'insuffisance cérébrale aiguë, avec une prévalence des activités intercritiques qui pourraient aller jusqu'à 10 fois celle attendue dans une population du même âge et une fréquence particulièrement élevée à la fois des décharges périodiques et des crises non convulsives et des états mal non convulsivement. De manière intéressante, il n'y avait aucun moyen de pouvoir cliniquement déterminer quel patient allait présenter ces activités épileptiques, ni sur base de la clinique, ni sur base d'autres examens biologiques ou autres, et que le seul moyen de les mettre en évidence était de réaliser des enregistrements électroencéphalographiques du cerveau. Et que pour le mettre en évidence, plus la longueur de l'enregistrement était importante, plus la chance de mettre en évidence ces activités épileptiques était élevée. Et c'est le fait de les mettre en évidence n'était pas trivial, puisque lorsqu'on traitait ces activités périodiques ou ces crises non convulsives, on améliorait à la fois le tracé, mais aussi la clinique du patient. Et donc, pour conclure, nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait effectivement un lien entre les activités épileptiques et les syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë, et que ce lien pourrait être lié au fait que les activités épileptiques augmentent l'activité métabolique du cerveau, donc augmentant la réserve physiologique disponible, en diminuant la réserve physiologique disponible et en favorisant le passer du mauvais côté de la barrière de l'équilibre, mais aussi, et on le sait dans d'autres travaux plus fondamentaux, que ces activités épileptiques, même intercritiques, peuvent déstructurer la connexion cérébrale et donc diminuer les capacités de fonctionner correctement du cerveau. Bien sûr, ces travaux méritent d'être poursuivis pour confirmer qu'il y a un impact réel à détecter de manière systématique et traiter les activités épileptiques dans des syndromes d'insuffisance cérébrale aiguë, avec un peu comme trame et comme ligne de fond, et essayer de déterminer quelle pourrait être la place des traitements anti-épileptiques à la fois comme neuroprotection ou comme prévention dans ces syndromes. Et je conclurai en vous disant que, bien entendu, ces travaux ne sont pas seuls d'un seul homme, c'était un travail en équipe et je tenais à remercier l'ensemble des membres du service de neurologie et de gériatrie avec qui j'ai collaboré, et bien sûr aussi, on l'oublie souvent, les techniciens, les infirmiers de l'unité d'exploration de l'épilepsie, parce que vous n'imaginez pas à quel point ça peut être difficile de placer un monitoring électroencéphalographie continu chez les patients âgés qui présentent un délirium, et une bonne partie de la qualité de ce travail est due. Je vous remercie pour votre attention.